Bonsoir, chers étudiants du S5, licence fondamentale économie-gestion, et toute personne intéressée par cette diffusion directe de management des ressources humaines. Dans le cadre de cette vidéo-là, nous allons traiter 3 éléments essentiels en complément de la vidéo d'hier. Le premier élément, ça serait la formation. Le second élément, c'est la mobilité. Et le troisième et dernier élément, c'est la rupture précoce ou négociée parfois du contrat de travail. Je rappelle que hier, nous avons essayé de rappeler les fondamentaux de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, comme un élément central de la gestion des ressources humaines. Également, nous avons essayé de dire que la GPEC se trouve entre deux types de management des ressources humaines. La fonction personnelle, qui est l'ancêtre et l'ancien de la GRH, et cette fonction personnelle ne fait que le minimum pour les ressources humaines. Deuxième extrême, c'est plutôt la gestion de connaissances ou le management des connaissances qui est fortement pratiqué, surtout par les leaders mondiaux. Et nous avons vu dans le cadre de modules que j'avais dispensés pour mes groupes, le cas de Google. La GPEC, comme je l'avais rappelé hier, c'est plutôt une recherche de découpage de l'entreprise, de son organisation, de manière à détecter les emplois. Une fois que ces emplois sont détectés, on décide des profils à recruter. Nous avons hier parlé longuement, je dirais longuement par rapport à la vidéo, sur la démarche de recrutement. Je rappelle, un recrutement réussi, c'était 30% de préparation, inclut le diagnostic de la situation de recrutement, c'est-à-dire le marché de travail, les conditions externes, le respect du code de travail et bien évidemment un diagnostic interne. 20% pour le déroulement de la campagne jusqu'au recrutement proprement dit, c'est-à-dire le déroulement des entretiens et tout ça. Ça doit prendre un tout petit peu 20% du temps de recrutement. Et en fin de compte, bien évidemment, le plus important, c'était l'intégration. L'intégration à deux moments, une intégration juridique, la nature du contrat qui sera proposé à la nouvelle recrue. Et si vous vous souvenez, le contrat faisait partie de la gestion administrative. Et l'intégration la plus importante, c'est ce que j'avais appelé le coaching, le mentorat, le tutorat, la décision collégiale. Aujourd'hui, pour commencer pour la formation, une fois que vous êtes dans l'entreprise pour une période donnée, qu'elle soit courte ou longue, c'est normal que nous allons constater qu'il y a un décalage entre votre profil et l'emploi que vous occupez ou que vous êtes censé occuper s'il y a promotion. Ce décalage peut résulter de différents éléments, soit exogènes, les concurrents font mieux, soit endogène, c'est que la stratégie, par exemple, de notre organisation ou de notre entreprise a évolué. Quelle que soit la raison, vous avez constaté qu'il y a besoin de faire une formation. Une formation, vu son importance, qui est celle d'aligner le profil à l'emploi, ne peut être réalisée qu'après un processus d'évaluation. J'avais rappelé hier dans la vidéo les principaux éléments d'évaluation qui peuvent être faits par le 360 degrés, les centres d'évaluation, et ainsi de suite. En d'autres termes, pour simplifier, on a besoin de faire une analyse de besoins en formation. C'est un peu la dimension SWOT comme d'habitude ou la dimension stratégique de la question.
Donc, l'évaluation pour une formation réussie est un élément qui est central, qui est primordial. Et donc, vous avez compris qu'il faut adopter une stratégie de formation. Une fois que vous aurez fait votre diagnostic de l'emploi, des compétences, c'est là où vient la deuxième étape, très importante également. C'est que ce besoin-là, soit qu'il est exprimé par le collaborateur, pour ne pas dire le salarié, soit qu'il est exprimé par le collaborateur, et cela peut résulter par exemple d'un bilan personnel. Le bilan personnel qui est obligatoire en France et qui ne l'est pas au Maroc ou ailleurs, est un moment essentiel où le collaborateur lui-même va vers un cabinet ou va vers un expert pour lui montrer un peu les éléments qui lui manquent par rapport à son emploi et par rapport à l'environnement dans lequel il évolue, c'est-à-dire l'environnement interne ou l'environnement externe. Une autre manière pour détecter ce besoin, c'est l'entretien annuel, l'entretien d'évaluation annuel, où les supérieurs hiérarchiques ou un comité de l'entreprise essaie de détecter à travers un entretien qu'il organise avec les collaborateurs concernés, il détecte que certaines personnes, pas toujours tout le monde, certaines personnes ont besoin de sessions de formation. Sur quoi va porter la formation? Là, on sort de la stratégie et on entre un peu dans l'opérationnel de la formation. La formation, tout d'abord, doit porter sur une bonne connaissance de l'entreprise en elle-même ou de l'organisation si vous êtes dans le public, par exemple. Il faut connaître qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses clients, quels sont ses fournisseurs. Deuxième élément de la formation qui est élémentaire et essentiel, c'est l'étendue de vos responsabilités, les moyens dont vous disposez, les changements opérés dans votre emploi ou qui seront opérés par la suite dans votre emploi. Et bien évidemment, sans oublier toutes les évolutions de stratégie, de politique qui peuvent arriver d'un jour ou l'autre. Par exemple, si vous êtes dans le financier, la loi de finances vous impose une formation en elle-même sur les nouvelles dispositions fiscales. Bref, une fois que nous avons tout cela, c'est le moment, bien évidemment, de décider sur comment va se dérouler la formation. Et c'est là la troisième étape. Donc, première étape, c'était le diagnostic et l'évaluation. Deuxième étape, c'était la détermination du contenu de la formation. Troisième étape, comme je l'avais signalé, c'est comment va se dérouler la formation. La formation peut se dérouler en salle, comme il peut se dérouler sur le tas. En salle, c'est-à-dire que l'on a besoin d'un congé formation. Sur le tas, c'est ce que nous appelons dans le jargon des professionnels, la formation organisation. La formation organisation, c'est-à-dire que tout en travaillant, vous êtes en situation de formation. Autre élément qui est très essentiel, vous pouvez dispenser la formation par une division ou un service ou un bureau qui est dans l'entreprise en elle-même et qui est sous la responsabilité du directeur des ressources humaines, qui peut faire appel à des collaborateurs experts. Par exemple, si vous avez à suivre une formation commerciale, c'est un peu le directeur commercial ou ses collaborateurs qui vont assurer la formation. Comme on peut juger que ça prend du temps des collaborateurs et l'on décide de la faire en externe, c'est-à-dire un cabinet spécialisé ou un établissement d'enseignement spécialisé qui peut la dispenser. Une fois que nous avons décidé tout ceci, on n'oublie pas que quand on avait fait auparavant le diagnostic, on l'avait fait sur des personnes, sur des collaborateurs. C'est la cible. C'est la cible de notre formation. La formation ne peut pas être dispensée comme ça sans détermination de la cible qui va en bénéficier. Bien évidemment,
et pour n'importe quelle action que mène une entreprise, il y a bien évidemment un coût. Et c'est un autre élément qui est très important pour la réussite d'un plan de formation, c'est le budget. Il faut donner le budget qu'il faut pour que la formation soit réussie. Vous allez me dire, ce budget va servir à quoi? Il va couvrir toutes les dépenses de la formation de A à Z, c'est-à-dire des consultants, des supports, et ainsi de suite. Maintenant, une fois que la formation se déroule réellement, soit en salle, soit comme je l'avais signalé, sur le tas, il y a lieu de vérifier est-ce que les objectifs ont été atteints. C'est ce que nous appelons le contrôle de la formation. Le contrôle de la formation, on a besoin d'indicateurs de performance. Le premier indicateur de performance en matière de formation, c'est le budget de formation rapporté à la masse salariale. C'est le plus utilisé par rapport à un autre indicateur qui lui ressemble, mais qui est moins utilisé, qui est le budget de la formation rapporté au chiffre d'affaires. Cet indicateur de formation que je viens de signaler nous montre l'effort consacré par une entreprise à la formation et au développement des compétences des collaborateurs. Bien évidemment, il peut y avoir d'autres indicateurs. Le nombre de personnes formées par session, le nombre de personnes formées dans une strate précise de personnel, c'est-à-dire les cadres ou les non-cadres. Bref, c'est un peu les principaux éléments à maîtriser quand on parle de la question de la formation. Venons maintenant à un deuxième élément qui est également important, c'est la question de la mobilité. Il faut savoir que la mobilité en elle-même n'est pas demandée tout simplement pour la faire. La mobilité peut être une situation d'apprentissage. Il peut en elle-même être une situation de formation. La mobilité, c'est tout simplement le changement du lieu du travail. Le changement du lieu du travail. Il peut s'accompagner par un avancement de grade, comme il peut ne pas s'accompagner d'avancement de grade. Il peut être demandé par le collaborateur lui-même, comme il peut être suggéré, pour ne pas dire imposé, il peut être suggéré par l'employeur. La mobilité, on parle de la mobilité interne, c'est quand on reste dans le même département ou dans l'enceinte de l'entreprise et bien évidemment au lieu de travail. Ce changement-là peut être seulement pour changer les conditions de travail. C'est ce qu'on peut appeler la mobilité entière. Et généralement, elle est faite pour les non-cadres. Soit elle est faite pour changer carrément l'emploi occupé ou changer également la nature de l'activité faite. Et c'est une mobilité généralement qui est managérielle, qui est faite pour les managers. La mobilité peut être externe, soit définitivement, soit il peut externe, ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire pour un moment bien donné. Les agents commerciaux, par exemple, affectés par des entreprises, je dirais, de fabrication de déodorants et de parfums, chez leurs concessionnaires, ou plutôt, entre parenthèses, pardon, c'est pas concessionnaire, mais plutôt les vendeurs de parfums, ces personnes-là peuvent être affectées pour améliorer les conditions de la vente pour une période donnée et revenir à leur entreprise mère. C'est ce que nous appelons la mobilité mixte. Revenons maintenant à la mobilité externe, définitive. Il peut prendre plusieurs formes. La forme d'une démission, la forme d'un licenciement, la forme d'un départ volontaire ou la forme d'un départ à la retraite ou un départ pour des raisons de santé. Bref, quelle que soit la nature de départ, il doit être régi dans le contrat de travail ou
dans la convention collective, s'il existe, ou on se réfère dans ce cas de figure si le contrat de travail ne stipule pas d'une manière claire les conditions de départ, ou également s'il n'y a pas de convention collective, on se réfère au code de travail. Et c'est là où je viens, dans les 6 minutes restantes, à la rupture du contrat de travail. J'avais dit que je vais m'intéresser plutôt à la rupture précoce du contrat de travail, non pas la rupture à terme normale. Par exemple, si vous avez un contrat à durée déterminée de 5 ans, donc une fois que les 5 ans sont écoulés, le départ est imminent et donc il est normal. Si vous avez un contrat à durée indéterminée, vous allez rester peut-être jusqu'à votre départ à la retraite pour limite d'âge. Qu'est-ce qu'on entend par un départ précoce? Un départ précoce peut résulter d'une démission, et dans ce cas, faites très attention si vous êtes un collaborateur des ressources humaines, c'est que la démission est régie par le contrat ou également par le code de travail. Vous devez donner à votre employeur une durée suffisante pour qu'il puisse trouver un remplaçant. La durée suffisante n'est pas très ouverte, c'est ce qu'on appelle la durée de préavis. Généralement, elle est de 15 à 1 mois, selon la nature des contrats, bien évidemment. Maintenant, je reviens à une autre situation qui est très importante. C'est le cas de licenciement. Le licenciement peut... Pardon, je suis un peu malade. Le licenciement peut subvenir soit d'une manière abusive, c'est quand l'employeur vous chasse de votre emploi sans explication. Dans ce cas de figure, 2 options s'offrent. Soit qu'il va vous rendre au travail et te payer dommages et intérêts, première option, et c'est une option à l'amiable et à l'amicale. Soit deuxième option, c'est le recours aux juridictions et aux tribunaux, et dans ce cas, si vous arrivez à montrer que le licenciement était abusif, vous avez droit à une indemnité au minimum de 1,5 mois, c'est-à-dire 1 mois et demi par année de travail. Revenons maintenant à une deuxième situation, c'est que le licenciement a été justifié par faute grave, c'est-à-dire disciplinaire. Dans ce cas, vous ne devez rien du tout à l'entreprise, bien évidemment, mais vous devez passer devant peut-être des commissions paritaires et ainsi de suite. Mais l'essentiel, si effectivement le licenciement est justifié pour des raisons disciplinaires et des raisons des raisons disciplinaires ou des raisons de faute grave, dans ce cas, vous ne devez rien du tout à l'organisation. Un autre licenciement qui est important et sur lequel a insisté le législateur, et je prendrai le cas du Code du Maroc, c'est le cas du licenciement économique. Le licenciement économique, pour des raisons technologiques, pour des raisons de mévente, et bien évidemment, ce n'est pas pour des raisons de force majeure telles que les séismes ou les volcans, ce type de licenciement économique est régi par la loi. Primo, ça s'applique seulement aux contrats à durée indéterminée et non pas déterminée. Deuxième élément essentiel, c'est qu'il faut bien choisir et justifier les personnes qui vont être mises en licenciement économique, et tout en donnant une forte importance aux personnes âgées, anciens et ayant des enfants. C'est l'article 71 du Code de travail marocain. Autre élément qui est essentiel, c'est qu'il faut faire l'effort pour garder les gens. C'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cas, avant de décider du licenciement économique, il faut prendre toutes les mesures, par exemple, travail à mi-temps, travail à salaire réduit, et ainsi de suite. L'essentiel, constitution de commissions d'orientation, par exemple, de réaffectation des personnes, tout ça, c'est des efforts essentiels et nécessaires. Maintenant, on va supposer par hypothèse que l'on est à la porte fermée.
c'est-à-dire que le licenciement économique est imminent. Il doit passer par les instances dirigeantes de l'entreprise et par les commissions paritaires et en présence des représentants du personnel. Un rapport est fait, également un PV, signé par les différentes parties, et il doit être adressé au gouverneur. Gouverneur, chef-lieu du siège de l'organisation. Une fois que le rapport et le PV sont au bureau du gouverneur, une commission qui est nommée par le gouverneur statue sur le oui ou le non de la véracité de la véracité des raisons pour lesquelles l'entreprise recourt au licenciement économique. S'il donne un avis favorable, dans ce cas, les personnes concernées seront licenciées, mais ils vont bénéficier d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement. Et je ne vais pas maintenant, vu le temps qui coule, vous avez le support, vous allez revenir sur les modalités de calcul de ces différentes indemnités. Et parfois, certaines entreprises même proposent ce qu'on peut appeler une indemnité de perte d'emploi. Et c'est ce que nous appelons ailleurs, dans d'autres pays, le chèque valise. Si maintenant le gouverneur refuse parce que le rapport qu'il a reçu et le PV qu'il a reçu n'étaient pas assez convaincants pour la commission qui a examiné les raisons de licenciement, du recours de l'entreprise à ce licenciement économique. Dans ce cas de figure, on a deux options. La première option, c'est le recours à l'arbitrage de l'inspection de travail selon l'article 532 du Code de travail. Sinon, on va recourir aux tribunaux, c'est l'article 41 du Code de travail. Et bien évidemment, j'avais expliqué qu'on va considérer que c'est un licenciement qui est abusif s'il survient, et vous avez droit à une indemnité minimum de 1,5 mois par année. Je n'oublie pas que si l'entreprise, même s'il vous a licencié économiquement, après, bien évidemment, accord du gouverneur, vous avez droit au réembauchage dans le cadre d'une année. C'est-à-dire si l'entreprise lance le même emploi. Pratique courante, c'est que peut-être, si la situation s'améliore pour l'entreprise, c'est qu'il lance l'emploi, mais il le change un peu près, et malgré ça, vous gardez votre droit si l'emploi est lancé dans le cadre de la même année. Deux situations finales que j'aimerais partager avec vous avant de lire vos commentaires ou vos questions, c'est le départ volontaire avec retraite anticipée. Départ volontaire avec retraite anticipée, c'est pour les personnes âgées et qui ont les conditions de la retraite. Je rappelle que les conditions de la retraite, si dans la CNSS, c'est d'avoir 10 ans, 4 mois. Dans le cas de régime collectif d'allocation de retraite, c'est 3 ans, mais à partir d'un âge bien précis, c'est 55 ans. Et dans la caisse marocaine, le départ anticipé selon les nouveaux textes, c'est 30 ans. Et bien évidemment, dans un départ volontaire, vous recevez un chèque valise plus bien évidemment votre retraite qui sera traitée. Ce chèque valise, il est exonéré de l'IR selon la loi de finances de 2004. Pour le départ négocié, dans ce cas de figure, il peut y avoir de retraite, mais nous, on va traiter la situation où il n'y a pas de retraite. C'est que c'est l'exemple des départs qui ont été faits à Maroc Télécom pour 5 fois à partir de l'année 2000. Ces départs-là, généralement, l'employeur vous offre un chèque valise dans le cas de Maroc Télécom, c'était 2 mois de salaire par année de service. Ainsi, j'estime et j'espère que j'avais fait le tour de la GPEC, de recrutement, de la formation, de la mobilité et de la rupture précoce du contrat de travail. Je reviens maintenant pour lire
quelques commentaires qui sont là. Un commentaire, bonsoir monsieur, par la suite parlez-nous un peu de la mini-situation du travail, le licenciement économique, l'indemnisation des parts volontaires et négociées. Bien évidemment, comme vous l'avez constaté, on a traité ces questions-là. Pour la mini-situation, c'est une situation où l'on met le salarié dans une situation de travail afin d'évaluer, et ça peut être une situation réelle ou une situation simulée, afin d'évaluer ses savoirs et sa manière d'agir. Je vois un tout petit peu s'il y en a d'autres, contrairement à ce que se passe au Maroc. Les formations selon... un commentaire, bien évidemment, un commentaire dit que la formation généralement ne suit pas les règles de la GPEC, mais plutôt il dépend des responsables et de leur guise. Là, j'aimerais partager avec vous un élément qui est très essentiel, c'est que la GPEC, elle est là pour atteindre le niveau de la performance. Si on pratique la formation en dehors des règles et fondamentale, certainement il ne sera pas réussi. Ainsi, si j'ai bien constaté, le restant des commentaires, c'est des remerciements. C'est moi qui vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. J'estime et j'espère que vous avez eu les éléments essentiels pour que vous soyez les meilleurs et vous êtes les meilleurs pour moi. Vos likes sont plutôt un geste d'encouragement, mais moi, je considère que le geste que j'ai fait, je l'ai fait par amour à mes étudiants et également par amour à tout intéressé des modules pour lesquels j'ai partagé les vidéos, que ce soit le management ou la GRH. Et également, je considère que je serai très ravi de faire le pont pour des gens qui seront excellents aujourd'hui et demain. Et pour ce, je vous dis bonne chance dans vos examens et bonne chance dans votre vie courante.